Bonjour tout le monde. Je mets les micros à ma hauteur. Je vais vous parler de l'océan qui chauffe. Magnifique parole sur l'océan imaginaire. Je vais vous parler de l'océan régulateur du climat. Que vous dire? C'est un élément essentiel que les terriens souvent n'imaginent pas. La puissance de l'océan dans sa régulation du climat. D'abord par son... Il y a quelqu'un qui parle? Ça me concerne? Je n'ai pas entendu. Oui. 94% de l'excès de chaleur dû au réchauffement climatique, 94%, est absorbé par les océans. L'air ne capte rien, l'air véhicule. La Terre capte, mais les océans, c'est un excellent conducteur, captent 94% de l'excès de chaleur. Donc ça vous donne une idée effectivement de la perturbation du cycle de l'eau à laquelle nous assistons progressivement. Nous parlons beaucoup en France des épisodes cévenols ou méditerranéens. Ça arrive tout simplement tous les ans, depuis toujours, enfin depuis très longtemps, à la fin de l'été, au mois de septembre. Est-ce que c'est possible d'avoir la lumière dans la salle, s'il vous plaît? J'ai l'impression de ne parler qu'à moi-même, ça me dérange. Ah, merci bien. Merci. Oui, donc les épisodes cévenols, épisodes méditerranéens, arrivent en général toujours à la fin de l'été, parce que la mer Méditerranée est très chaude, elle s'évapore, et il y a du vent d'est qui rentre à ce moment-là, ou vent du sud, sud-est, et qui pousse cette humidité vers les Cévennes, vers la montagne Noire ou vers les Alpes du Sud. Et donc il y a une ascension de cette hygrométrie, de cette masse d'air très humide, ascension, refroidissement, précipitation, et toute cette eau revient avec de plus en plus de fracas, parce qu'effectivement, la Méditerranée est de plus en plus chaude. Autre phénomène, les alizés, là je parle de l'Atlantique maintenant, les alizés, ces vents qui poussent, si vous voulez, qui soufflent depuis le nord de l'Afrique, depuis les Canaries, vers l'arc caribéen, de l'autre côté, ce vent, ces alizés, les trade winds, comme les appellent les Anglais, les vents du commerce, si vous voulez, poussent l'eau de surface, l'eau chaude de surface vers l'arc caribéen, où cette eau s'accumule à la fin de l'été. Et donc, il y a depuis toujours en Martinique, Guadeloupe, les tempêtes tropicales. Donc, soudainement, effectivement, il pleut, il y a du vent, effectivement. C'est le même phénomène. C'est une évaporation importante, si vous voulez, et précipitation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, ce que j'ai évoqué à l'instant, 94% de l'excès de chaleur est capté par les océans. La surface de l'eau est beaucoup plus chaude. Et donc, les alizés poussent une eau chaude, de plus en plus chaude, vers l'arc caribéen. L'arc caribéen, donc, ce sont ces îles de la Caraïbe, donc, qui sont des îles volcaniques, espèce de digue, si vous voulez, en face, où émergent les îles, mais une digue profonde. Et quand vous avez une accumulation, à peu près sur 50 mètres de hauteur, d'une eau à 27 degrés, là, vous avez une bombe thermique. C'est pour ça que ces tempêtes tropicales, aujourd'hui, deviennent des cyclones de plus en plus. Alors, les climatologues qui étudient ça, les météorologues, disent qu'il n'y a pas une augmentation de la fréquence, mais augmentation de l'intensité du phénomène pour les raisons que je vous ai dites. Donc, il y a déjà ce premier phénomène-là du rôle de l'océan dans sa capacité à absorber la chaleur. Une des conséquences, bien sûr, c'est la dilatation des eaux de surface et donc la montée du niveau de la mer. La mer monte les océans montent de 3,2, même on parle un petit peu plus maintenant, millimètres par an. On a des satellites absolument extraordinaires qui mesurent en permanence l'altimétrie, si vous voulez, de l'océan et parlent effectivement que le niveau de l'océan monte de 3,2 mm par an. Ça vient d'une part de la dilatation des eaux de surface, tout corps chauffé se dilate. Deuxièmement, ça vient bien sûr de la fonte des glaciers et des grandes calottes polaires que sont le Groenland
ou l'Antarctique. Ça, ce sont les deux principaux agents responsables de cette augmentation du niveau des océans. Et il y en a un autre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en lisant une publication d'Annie Cazenave, qui est une grande spécialiste en France de cette question-là. Et il y a, dans son analyse, il y a 10% qui viennent de l'eau que l'on pompe dans les nappes phréatiques. Vous vous rendez compte ? Ce que l'on pompe dans les nappes phréatiques pour notre usage, que l'on voit bien sûr dans les rivières, etc., ferait monter le niveau des océans de 10%. Donc, l'océan subit effectivement ce réchauffement climatique. Dans sa régulation donc, thermique d'une part, et deuxièmement, l'océan capte le gaz carbonique que nous envoyons en excès. Ça ne vous dit rien, mais l'année dernière, l'humanité a envoyé 42 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est pas lourd. Hein. Si c'était lourd, si ça avait une couleur, si ça nous pesait, peut-être on ferait quelque chose, mais c'est complètement dissous dans l'atmosphère. On a toujours eu l'impression qu'on pouvait tout envoyer dans l'air, si vous voulez, que ça partait, et puis que ça partait peut-être dans le cosmos, vous voyez. Mais en fait, non. Ça reste là, dans cette fine couche qui enveloppe la Terre. Si vous partez du centre de rotation de la Terre, là, avec Jules Verne, vous voyez, vous faites 6500 km et on arrive au Havre. Hein, on arrive là au Havre après avoir fait 6500 km, qui est le rayon de la Terre. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'épaisseur de la troposphère, cette atmosphère utile, cette atmosphère qui nous concerne, dans laquelle s'accumule tout ça. Donc vous voyez, on est en train de surcharger petit à petit l'atmosphère, la troposphère, en gaz carbonique, et donc ce gaz carbonique est un gaz à effet de serre, et est un gaz très puissant. On a perdu tellement de temps en se disant « mais t'y crois toi au réchauffement climatique ?» Mais il n'y a pas à y croire, c'est une réalité. Quand deux personnes au Havre en juillet vont acheter la baguette de pain le matin et qu'il fait froid en juillet, il y en a un qui dit à l'autre « t'y crois toi, regarde on se caille ». Mais il ne parle que du temps qui fait. Personne n'est capable de percevoir une élévation moyenne de la température de la Terre, élévation moyenne de 1 degré en un siècle. Vous voyez, c'est ça. La Terre, elle a pris 1 degré. Nous, quand on va bien, on a 37, elle a 38, la Terre. C'est une analogie qu'on peut comprendre. Et donc, en médecine, on appelle ça une fébricule. Elle a une petite fièvre. C'est une fièvre chronique. Et c'est chronique. On ne fait pas grand-chose quand c'est chronique. On dit qu'il va falloir qu'on s'en occupe. On en est là aujourd'hui. On est à l'aube des complications. Donc c'est une urgence, effectivement, de décarboner le plus possible l'atmosphère. Alors, on n'a pas d'aspirateur à CO2. Ce qui est dans l'atmosphère, il y reste. Et ça va mettre beaucoup de temps pour le soustraire. C'est la raison pour laquelle il faut arrêter d'en mettre le plus rapidement possible. On n'a pas d'aspirateur à CO2, je le répète. Il y a 2 éléments qui peuvent capter, si vous voulez, recapturer le CO2 qui est dans l'atmosphère. D'une part, ce sont les plantes. Les plantes à terre, les plantes, ça c'est le privilège des plantes. Les plantes, elles ont cette capacité à élire domicile là où elles vont trouver la nourriture. C'est-à-dire qu'elles ont des racines qui vont chercher l'eau et les sels minéraux dans l'air. Et sous l'action de la lumière, elles vont capter le gaz carbonique dont on parle depuis tout à l'heure. Ce gaz carbonique, elles le captent sous l'action de la lumière, pour en faire leur nourriture, pour en faire du glucose, ce qu'on appelle la photosynthèse. Et donc dans cette réaction, elles captent le gaz carbonique, elles font du glucose qui est leur nourriture, elles nous libèrent l'oxygène. C'est la photosynthèse. Il n'y a que ça qui peut recapturer le gaz carbonique. Donc à terre, bien sûr, c'est la raison pour laquelle on se bat pour arrêter la déforestation, mettre le plus possible de prairies. C'est le pigment de chlorophylle qui fait le boulot. Donc partout où il y a une plante qui pousse avec une plante qui pousse donc, et qui se nourrit avec le pigment de chlorophylle, ça c'est un capteur de gaz carbonique. C'est pour ça qu'il faut faciliter l'éclosion, l'émergence des surfaces vertes. Là je parle de la Terre. En mer, dans les océans, il y a le même phénomène. Il y a du phytoplancton, les algues planctoniques. Les algues planctoniques, c'est des petites particules avec de la chlorophylle. Elles recapturent le gaz carbonique
ces prairies océaniques, elles recapturent le gaz carbonique pour en faire la photosynthèse, pour faire les petites algues, faire le phytoplancton, qui est le point de départ de toutes les vies en mer. Le ver à terre est le point de départ de toutes les vies à terre, et en mer, c'est exactement pareil. Tout repose sur le développement de ce phytoplancton. Donc ça, c'est la première capacité qu'a l'océan à recapturer le gaz carbonique par la photosynthèse du phytoplancton, des algues planctoniques. Et deuxièmement, l'océan, il a une deuxième capacité, c'est la dissolution du CO2 dans l'océan. Le CO2 se dissout dans la mer, et il se dissout avec d'autant plus d'efficacité que l'eau est froide. Vous voyez ? L'eau froide, si vous voulez, recapture en plus grande quantité le gaz carbonique qu'elle ne le fait dans des eaux tempérées. Donc, voyez le rôle des océans. Alors, pour clôturer cette intervention rapide, je peux vous parler de mon prochain projet qui s'appelle PolarPod, où on va étudier effectivement le rôle de l'océan austral. L'océan austral, c'est l'océan qui entoure l'Antarctique. Là, on parle du pôle sud. L'océan qui fait le tour de l'Antarctique, c'est une courroie de transmission entre les eaux de l'Indien, de l'Atlantique et du Pacifique. Il y a un courant de surface alimenté en permanence par les fameux vents d'ouest, les 50e, 40e, 50e. Il y a très peu de missions qui se font dans ce secteur. Et cet océan austral est considéré comme le principal puits de carbone océanique de la planète. Parce que c'est une immensité d'eau froide. C'est 22 000 km de circonférence autour de l'Antarctique, c'est géant. Regardez la carte de géographie en rentrant à la maison avec le pôle sud devant vous. Vous allez voir que l'hémisphère sud est un immense océan. Et un océan qui est entraîné à la surface, effectivement, par les vents d'ouest. Et donc, toutes les publications sur cet océan se terminent par la même phrase. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'on a besoin de s'installer sur cet océan pour faire des mesures sur la durée. Bien sûr, il y a des missions qui vont. Le Marion Dufresne, le bateau français qui fait la Réunion et les îles des terres australes et antarctiques françaises, Kerguelen, Crozet, etc. Il y a des scientifiques qui travaillent sur cette capacité qu'a cet océan à absorber le gaz carbonique. Ça s'appelle échange atmosphère-océan. Mais c'est une période limitée. Le PolarPod est un navire vertical que nous allons construire. C'est une plateforme qui va dériver avec le courant circumpolaire. Vous voyez, ça fait 100 mètres de haut, ça fait 1000 tonnes. Il y a 80 mètres sous l'eau, donc c'est pris dans des eaux stables, qui va nous permettre de séjourner dans des bonnes conditions de sécurité et de confort sur cet océan qui a une réputation d'océan de tempête. Donc, on va mesurer cette atmosphère, échange océan. Ça va durer 3 ans. Nous allons faire 2 fois le tour du monde entraîné par le courant circumpolaire et mesurer ces échanges atmosphère-océan. Une parenthèse, le PolarPod est un navire silencieux, il n'y a pas de moteur, pas de groupe électrogène, on se déplace avec le courant, on fait l'électricité avec le vent et 6 éoliennes, c'est un navire silencieux. Donc on va faire un inventaire par acoustique, on va mettre des hydrophones, on va écouter. Et on connaît la signature sonore de toutes les espèces, donc on va faire un inventaire de la faune par acoustique, ça ce sont les 2 grands projets. Donc nous allons mesurer la performance de cet océan qui est capable, si vous voulez, à lui seul, d'absorber, l'océan austral, d'absorber la moitié du gaz carbonique qui est absorbé par l'ensemble des océans de la planète. Il y a un inconvénient à tout ça, quand même, c'est que le CO2 dissous dans l'eau se dissout et fait de l'acide carbonique. C'est qui, vous avez entendu déjà parler certainement, qui petit à petit, acidifie l'océan. Et donc, on a tous fait, enfin pas tous, il y a des jeunes, je ne vois pas tout le monde, là, mais moi je me souviens à l'école, on faisait ça, on mettait un os de poulet dans le vinaigre. Le os de poulet dans le vinaigre, il devient au bout de quelques jours tout mou, il a perdu sa structure calcaire. C'est le problème auquel vont être confrontés tous ces zooplanctons, tout ce plancton qui a une carapace calcaire, petit à petit, qui pourrait perdre effectivement de sa carapace. C'est un des inconvénients de cette dissolution du CO2 dans l'océan. C'est ça dont je voulais vous parler, le rôle régulateur des océans. Ils subissent aujourd'hui, mais en même temps, ils nous aident beaucoup dans cette régulation du réchauffement climatique. L'objectif étant bien sûr de décarboner notre consommation énergétique le plus possible, à la fois dans nos actions
dans nos actions quotidiennes, on est tous un acteur du réchauffement et de la solution. Donc, petite conclusion, soyez efficaces sur votre zone d'influence. Je vous remercie.